situation inacceptable lors du Real Benfica. But de Vinicius, célébration un peu douteuse de la part du Brésilien, mais insulte raciste derrière de la part de Bresciani. Un grand comportement de la part de Mbappé. On se retrouve avec Elias et Zéphyr habillés en Mbappé, col roulé, célébration du Kicks. Donc bonsoir Zéphyr, bonsoir Elias. Grand soutien à Mbappé ce soir. On l'a vu, 3 cols roulés, 2 noirs, un gris. Et on soutient Mobutu. Bien sûr. Bah, tous les jours. Quel déclat de Mbappé. Il en a eu des moins bonnes, mais là, ça a été un grand homme aujourd'hui. Donc, il faut bien évidemment être à son effigie. Bah écoute Elias, il y a quand même un élément dont personne revient, sur lequel personne revient dans les médias. C'est quand même qu'en fait, le but de Vinicius, personne n'en parle, mais c'est quand même un but extraordinaire. Elias, parle-nous un peu de ce but et de la situation après qui est inadmissible. Moi, j'ai pas envie de revoir un joueur comme ça en Ligue des Champions. Bah, c'est exactement ça. Et quel but de Vinicius, dire qu'il n'a pas le droit de célébrer comme il l'a fait. Mais alors moi, je danse pendant 15 minutes si je mets un but comme ça, quoi. C'est n'importe quoi. Ce qu'il a mis, l'angle, la puissance, la beauté du geste. Enfin, tout était pur, tout était élégant. Enfin, c'était le Vinicius qu'on adorait voir d'il y a deux ans, 1 an et demi, 2 ans. Et là, il nous le remonte, il confirme sa remise en forme. Et là, avec ce but-là, bah voilà, il va mettre un point d'exclamation à la bonne dynamique qu'il est en train d'enclencher. Et puis après, bah, comment t'es un joueur de Benfica? Oui, Vinicius, on sait qu'il est dans le trash talk. Voilà, c'est sa personnalité, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Moi, je suis pas forcément fan, mais c'est un grand joueur, faut respecter. Il marque un but de grande classe. Et derrière, oui, il va célébrer, oui, il va danser. On sait que c'est l'ADN brésilien. Il le faisait à la Coupe du Monde, ça posait aucun problème. Je ne vois pas pourquoi ça pose de problème. On dirait que juste parce qu'il a célébré de telle ou telle manière, ces insultes racistes sont justifiées, même si, voilà, on va dire qu'elles sont pas avérées, qu'il n'y a pas de preuves et tout. Mais le gars, quand il se met comme ça derrière son maillot, moi je dis direct, mais en fait, le gars, il a un truc à se reprocher. Honnêtement, moi je dirais pas son nom comme Mbappé. Le mec mérite pas du tout d'être sur un terrain de football à nouveau en Ligue des Champions. Et je suis totalement d'accord avec ce qu'a dit Mbappé. Je me désolidarise totalement des propos de Mourinho qui sont pour moi lunaires, qui sont une sorte de justification à ses propos. Donc Zéphyr, je sais pas ce que tu en penses, un avis là-dessus. Pour rappel, il y a quand même le joueur qui a été interrogé sur ce jeu-là et il a dit « je l'ai juste traité de tapette ». Parce que je trouve frauduleux quand on n'a pas le droit en 2026 d'insulter une autre personne pour ses opinions sexuelles ou amoureuses. Donc sa justification, elle est encore pire. Je pense que le joueur s'enfonce encore plus dans ses propos et je trouve ça encore plus honteux en fait cette déclaration qui sort derrière. Et donc félicitations à Mbappé quand même pour sa prise de parole, vous l'avez dit. Et je vous conseille d'aller tous lire l'équipe. Il y a une interview de Lilian Thuram qui a été victime de ces choses-là pendant sa carrière et qui dit qu'il y a des nombreuses personnes dans le monde du foot, vous l'avez dit, qui ont défendu ces choses-là. Les mots du joueur de Benfica, alors que c'est complètement inacceptable et qui dit qu'il faut arrêter ça. On est en 2026, c'est fini. Et quand même, je tenais à... Les joueurs du Real ont très très bien réagi en voulant arrêter le match. Mais Vinicius aussi, bonne réaction, il a été voir l'arbitre, il n'a pas voulu se battre direct. On voit Vinicius grandir quand même parce qu'il y a quelques années, il aurait été directement affronté le joueur. Donc quand même une maturité que je tenais à souligner du côté des joueurs du Real de Madrid, qui était une belle cohésion d'équipe de vouloir soutenir absolument Vinicius. Bah écoute Zéphyr, ouais, c'est vrai qu'ils ont même demandé à rentrer au vestiaire, mais Vinicius a refusé. Mais pour revenir sur ce que tu disais, Elias, sur la célébration, moi, la célébration de Vinicius, je défends pas du tout Bresciani, je trouve ça scandaleux ce qu'il a fait, mais ça me rappelle un peu la situation Atlético Juve, je sais pas si vous vous rappelez, il y a quelques années où Cristiano Ronaldo et Diego Simeone avaient fait des célébrations un peu douteuses, et je trouve que, quand même, Willou en parlait dans sa vidéo sur la situation. Il y a le drapeau du club sur le poteau de corner, c'est sûr qu'il aurait pu faire une danse différente, il aurait pu célébrer différemment. Moi, le carton jaune, je trouve pas immérité. Après, ce qui se passe après, c'est inacceptable, mais je trouve que pour moi, le Texier prend la bonne décision en lui mettant un carton jaune. Après, sur ce que tu disais, Zéphyr, sur Lilian Thuram, je trouve que quand même Lilian Thuram, il y allait vraiment très fort dans l'équipe aujourd'hui sur Mourinho et sur tout le football actuel.
je trouve quand même que, enfin, on peut pas dire que le football est un sport raciste. Willou en parlait dans sa vidéo, comme j'ai dit, il dit qu'en fait, au final, c'est limite la société idéale où tout le monde va pour le collectif et se met de côté ses individualités, et on voit que les joueurs de toute origine jouent ensemble, et il n'y a pas de discrimination, à part dans certains cas comme celui-là. Lilian Thuram, peut-être qu'il a parlé un peu sans recul, peut-être qu'avec ses expériences qu'il a eu dans le passé, il est allé un peu fort, mais Mourinho, en fait, là où si je fais l'avocat du diable, le problème c'est que s'il critique son joueur, au final, Prestiani, il faut le virer demain du club, parce que tu peux pas avoir un joueur qui est critiqué ouvertement par le coach en conférence de presse. Au final, Prestiani va jamais se relever de la situation après. Donc moi, personnellement, je voudrais pas le revoir en LDC après ce qu'il a fait. Mais c'est sûr que quand t'es le coach, je vois pas comment tu peux faire autrement. À la limite, tu ne parles pas. Peut-être que Mourinho aurait dû juste se taire et ne pas aller en conférence de presse. Mais je pense qu'il aurait pas pu juste s'acharner sur son joueur, parce que sinon, dans ce cas-là, il peut plus jouer au club. Et rapidement sur la situation où il y a des gens qui auraient des doutes sur ce qui s'est passé, je pense que si on a regardé le match, on a vu, il y a aucun doute à avoir. Même le mot tapette en espagnol n'a aucun rapport avec le mot singe. Donc, comment Vinicius aurait pu mal comprendre, et on voit bien sur la situation comment Vinicius réagit directement, il court vers l'arbitre. Je pense qu'il s'est dit j'ai déjà un carton jaune, j'ai pas envie de m'emporter, donc il a couru voir Monsieur Le Texier pour pas qu'il y ait des échauffourées avec Prestiani. Et ceux qui disent et qui ont des doutes sur la situation, c'est que soit ils ont pas vu le match, soit ils sont malhonnêtes et juste ils détestent le joueur plus que ce qui s'est passé. Donc évidemment, moi je suis scandalisé comme tout le monde. Et Elias, autre que ce qui s'est passé, est-ce que sur le match du Real Madrid, toi t'as été satisfait par leur performance? C'est un 1-0 qui ramène du stade de la Luz, c'est pas non plus une qualification déjà acquise pour les Madrilènes. Non, tout est encore à faire, hein. Il va falloir terminer le travail au Santiago Bernabéu pour la Casablanca, mais je trouve que c'était un match cohérent dans le plan de jeu, dans ce qu'ils ont voulu mettre en place. Certes, ils ont été un peu bousculés au début du match, par quelques grosses occasions. Courtois qui sort un énorme arrêt, vraiment un arrêt, mais Courtois, mais quel gardien, quoi. C'est dommage qu'en équipe de Belgique, il ait pas d'accomplissement, mais pour moi, c'est sur sa ligne, voilà. Courtois est un des meilleurs gardiens all-time, pour le coup, et j'ai vraiment pas peur de le dire. Et puis derrière, c'était plutôt cohérent. Je trouve que dans le contre-pressing, les milieux de terrain ont vraiment travaillé. Chouameni a fait un énorme match. Moi, j'étais pas au courant, tu me l'as dit juste avant, qu'il a été récompensé homme du match, et à juste titre, parce qu'à chaque fois que j'avais un œil sur le match du Real en parallèle de celui du PSG, Chouameni, je le voyais énorme dans la récupération. Je trouve qu'il y avait aussi, il créait du lien avec Eduardo Camavinga et Valverde, qui a aussi fait un très bon match. Donc j'ai vraiment bien aimé le match du Real. Je trouve que en termes de jeu, ce qu'ils ont proposé, c'était vraiment en adéquation avec leur jeu, avec leur verticalité. Et derrière, il lançait Mbappé et Vini qui arrivaient à bien se trouver pour le coup, même si Mbappé il en a croqué 3, mais je pense que non, les trois il doit les ranger, parce que il y a un moment il a un tacle où il met le pied droit au lieu du pied gauche, on ne sait pas trop pourquoi. Donc il a vraiment des très très grosses occasions. Et ouais, j'ai trouvé un très très bon Real, honnêtement, qui m'a agréablement surpris. Et je trouve qu'ils sont dans une très bonne dynamique et ils ont repris la tête de la Liga. Donc ouais, le Real, ça peut être sympa. Et à noter quand même que leurs deux autres joueurs un peu phares, un peu stars dans l'équipe, que sont Bellingham et Rodrigo, n'étaient pas là. Mbappé n'était pas là également au match précédent contre la Real Sociedad où ils avaient gagné 4-1. Donc peut-être qu'il y a une corrélation, une gestion un peu différente quand il n'y a pas toutes les stars, entre guillemets, sur le terrain. Zéphyr, un petit mot aussi sur ce match que j'ai trouvé très bon de la part du Real. Ouais, moi, je n'étais pas forcément d'accord avec toi. J'ai trouvé le Real un peu sur courant alternatif. Vini Mbappé, c'était bien, mais c'était aussi très très brouillon sur certaines phases de jeu. Il y avait du bien, du moins bien. Il y a eu aussi des énormes trous d'air, je trouve, au milieu de terrain. En défense, Courtois sauve les meubles. Il peut sortir avec un tout autre résultat de Lisbonne. Donc, un Real bien, mais pas tout le temps bien.
Donc il va falloir trouver un peu de la stabilité pour les joueurs d'Arbeola. Mais ça va venir, on sait que c'est encore récent et ça va venir. Bah, c'est vrai Zéphyr, de toute façon c'est l'histoire du Real cette saison, c'est sur courant alternatif, souvent sauvé par Mbappé. 4-1 contre la Real Sociedad, ils font un énorme match et après ils sont capables d'aller perdre contre Gérone la semaine d'après. Donc c'est ça l'histoire du Real. Et pour revenir sur l'arrêt de Courtois, Elias, il me rappelle un peu l'arrêt de Donnarumma contre Odegaard l'année dernière en demi de LDC. La manière dont il va au sol ultra rapidement, c'est prodigieux. Je pense que c'est un des meilleurs arrêts que j'ai jamais vu, très sérieusement. Et en plus, il fait quoi? Il fait 2 mètres, donc pour aller au sol aussi rapidement, c'est incroyable. Et voilà, donc je suis plutôt d'accord avec vous sur ce point du Real de Madrid. On va passer au Paris Saint-Germain qui a eu tout le mal du monde à aller chercher une victoire à Louis II. D'abord mené 2-0. Les 20 premières minutes, c'est catastrophique. Elias et moi, en tant que supporters parisiens, on se croyait dans un cauchemar. 2 buts de Balogun, penalty raté de Vitinha, Dembélé qui sort sur blessure. Vraiment, il y a rien qui allait. On se disait peut-être qu'on allait perdre à Louis II, qu'il allait falloir qu'on fasse une remontada au parc. Mais au final, on sort 3-2, sauvé par Désiré Doué qui répond aux critiques qui étaient arrivées la semaine d'avant après le match face à Rennes. Écoute Elias, en tant que supporter parisien, on peut le dire, on est satisfait même s'il y a eu du bon et du moins bon quand même sur ce match, mais on peut être satisfait du résultat. Exactement, voilà, le principal c'est d'être devant et on peut saluer aussi la force de réaction des Parisiens hein, parce que je les ai pas sentis affolés quand bien même ils étaient menés 2-0. Donc voilà, c'est aussi un point à ressortir sur ce match. Et moi, je l'avais senti. Honnêtement, je l'avais senti. C'est pas pour me jeter des fleurs, mais je l'avais senti la rédemption de Désiré Doué quand il entre. Je l'ai senti déterminé. Voilà, je savais qu'il allait pouvoir faire un gros match dès ses premières intentions. Il m'a paru vraiment très très bon et il avait envie d'aller vers l'avant. Il avait envie de se racheter et on l'a vu hein, avec ses célébrations. Il n'entend pas les critiques et il les fait taire. Donc parce que il ne peut plus y en avoir, c'est pour ça qu'il les entend plus. Il a fait un énorme match Désiré Doué hier. Il aurait pu terminer à plusieurs passes décisives également parce que il régalait également ses coéquipiers qui ont un peu raté devant le but. Et Zéphyr, je vais te lancer également sur le match. Je vais te lancer également sur le match un peu plus profondément, mais c'est vrai que c'est quand même inquiétant le fait que le PSG était mené si tôt 2-0 et il y a aussi ce problème avec les pénaltys qui doit être réglé parce que ils sont quand même très mauvais les Parisiens sur les pénaux en ce moment. Oui, c'est vrai qu'il y a un paradoxe. Le PSG qui a gagné toutes ses séances de tir au but cette année, que ce soit contre Tottenham, contre Marseille ou contre Flamengo, et à chaque fois haut la main. Mais c'était surtout aussi dû aux performances des gardiens qui étaient juste magistrales. Safonov et Chevalier qui ont été incroyables sur les séances de penalty. Et un petit peu plus de déchets pour Vitinha ou Dembélé dans les penalties dans le jeu. Mais c'est la saison un petit peu du PSG cette année. Un petit peu moins de réussite, un petit peu plus de déchets. Un petit peu moins de confiance, un petit peu moins de prise de risque et donc de précision dans les penalties. C'est des liens logiques. Et la confiance, quand la confiance reviendra un petit peu plus, tout reviendra, je pense, il n'y a pas de souci. Après, ce que je voulais quand même souligner, c'est que Désiré Doué, dès que c'est des gros matchs, il est là, quoi. L'an dernier, on l'a vu en finale de Coupe de France, il fait 2 passes décisives, il me semble. Après, la finale de la Ligue des Champions, il met un doublé, une passe décisive. Doué, pour moi, c'est l'homme des grands matchs. C'est ce que je retiens du PSG quand même en ce moment. Et que, bon, en ce moment, il a quand même été plus blessé, etc. Mais je trouve que dans les grands matchs, il a une très très forte influence. Zéphyr, je te rejoins pas forcément là-dessus. Désiré Doué, je trouve que c'est la définition de, comme tu disais, le courant alternatif. Lui, c'est vraiment ça. C'est des montagnes russes, ses performances, et c'est plus. Il y a quand même des gros matchs de Ligue des Champions où il a vraiment pas été bon, comme contre le Bayern Munich par exemple. Et là, on l'a vu, c'est plus il répond aux critiques et c'est une performance qui va lui faire du bien, mais je trouve qu'il est pas non plus excellent sur tout point de vue. Il fait des matchs parfois désastreux où vraiment il fait aucune passe, il se repose sur uniquement ses dribbles, énormément de gris-gris qui ne fonctionnent pas comme contre Rennes. Et après, il fait des matchs là contre Monaco où là, t'en parlais de sa qualité de passe, les centres qui venaient du flanc gauche parisien, c'était millimétré à chaque fois, déposé sur la tête de ses partenaires, même s'il n'y avait pas beaucoup de réussite offensive, c'était incroyable ce que faisait Désiré Doué.
En plus, il est décisif sur les 3 buts, 2 buts, plus un tir qui est repoussé. Et ensuite, ça revient sur Hakimi qui inscrit le but de l'égalisation parisienne. Mais au final, Désiré Doué, il a été décisif, très bon dans une performance. Comme je t'ai dit, Elias, il y a eu du bon et du moins bon. J'ai noté quelques stats. On a 80% de possession pour le PSG. Ça montre une grosse domination, mais une domination souvent stérile, quand même, sur toute la saison. C'est souvent ça. Beaucoup de possession face à des blocs bas. Ça marche très peu pour les Parisiens. On l'a vu en deuxième mi-temps où, au final, on joue une mi-temps à 11 contre 10. Et on aurait pu avoir une plus grosse avance pour le match retour. On a été contre un bloc bas pendant 45 minutes et on n'a pas réussi à trouver la faille. On a eu un Vitinha qui a été bien en dessous de ses standards, même si c'est le joueur parisien qui a récupéré le plus de ballons. Il a quand même eu en première mi-temps un gros manque d'habitude c'est le chef d'orchestre vraiment du jeu parisien, où il récupère la balle bas, il avance, il arrive à trouver les intervalles. Aujourd'hui, 0 passes qui ont entre les lignes réussi pour Paris, et donc pour Vitinha par essence. Et en deuxième mi-temps, il a été bien meilleur après l'expulsion de Golovin, mais en première mi-temps, on attendait beaucoup plus d'un Vitinha qui a été le moins bon milieu parisien pour moi sur ce match, et Warren Zaïre-Emery que j'ai trouvé très bon. Et moi, pour finir un peu mon propos, j'ai hâte du retour de Fabien Ruiz, qui en fait on s'en rend compte qu'il apporte énormément de qualité dans les transitions offensives, et là il manque beaucoup aux Parisiens. Quand il est là, on se dit peut-être c'est le moins bon milieu des trois, et au final on se rend compte qu'il a un énorme impact, et on se rend compte quand il est blessé. Zéphyr, est-ce que tu as un petit mot pour finir? Après on passera sur les autres barrages. Juste, t'as dit 45 minutes contre un bloc bas, c'est pas 45 minutes, c'est 90 minutes. Ouais, ça. Dès le début de match, les 2 buts sont inscrits en contre-attaque, Balogun très très efficace sur les contre-attaques, mais c'est 90 minutes, et on sait que l'OM avait essayé de plus monter sur Paris il y a 2 semaines, c'est pas la solution qui marche. Monaco a essayé l'inverse, ça a marché quand même pendant un temps, ça aurait pu peut-être marcher tout le match si Golovin n'avait pas pris ce carton rouge en début de deuxième mi-temps. Mais oui, Monaco qui a peut-être trouvé une des clés en défendant bas contre Paris. Écoute Zéphyr, en fait moi j'ai limite la sensation pour te répondre qu'en fait on aurait peut-être pu avoir gagné 4 ou 5-2 si Golovin était resté sur le terrain, parce qu'au final Monaco aurait pu s'attaquer et il y aurait eu plus d'espace dans la partie de terrain monégasque, parce que sur la première mi-temps on a quand même les 15-20 premières minutes où ils n'ont pas vraiment un bloc bas, ils sortent un peu, et c'est ça qui permet des buts comme le premier but de Désiré Doué. Donc on voit vraiment que le PSG contre un bloc bas, on a beaucoup de mal en Ligue 1. Parfois on sort des 1-0 contre Auxerre où on a beaucoup de mal à trouver la faille, et là c'est pareil, il faut qu'on arrive à écarter sur les ailes et mettre le ballon dans la boîte, comme l'a très bien fait Désiré Doué, mais il faut être plus efficace devant le but. Bon, finissons la parenthèse parisienne parce qu'on s'attarde un peu. Parlons, Elias, du Arsenal-Wolverhampton. City qui a l'occasion de revenir à 2 points d'Arsenal. Comment est-ce possible, alors qu'il y a 2 semaines on pensait que c'était fini après le coup franc de Szoboszlai? C'est pas normal pour Arsenal s'ils arrivent à perdre ce titre. Je sais pas comment c'est possible. Je n'ai pas la réponse à part le fait que ça doit être dans la tête. Ça doit être dans la tête. Je pense que ils se savent tout proche du trophée. Et ils se sont su devant au classement avec un bon matelas d'avance, avec la possibilité d'enterrer définitivement cette PL. Et là, match avancé de la 31e journée contre Wolverhampton, peut-être une des pires équipes de PL de l'histoire récente. Tu fais 2-2 alors que t'es mené 2-0. Comment c'est possible? T'as pas non plus une domination écrasante, parce que voilà, tu fais à peine plus de 100 passes de plus que ton adversaire, tu lui laisses quand même 42% de la possession. Donc et que tu lui laisses quand même le ballon. On sait qu'Arsenal aime assiéger ses adversaires, aime ces configurations-là, et tu te prends certes 2 buts totalement contre le cours du jeu, parce qu'ils ne méritent pas, Wolverhampton, de marquer ces 2 buts au vu des occasions qu'ils ont eues, mais tu te les prends, tes 2 buts, et voilà, c'est le résultat qui compte au final. Là, c'est clairement, on n'est plus dans un calcul de est-ce que la qualité de jeu est bien à regarder, est-ce que l'équipe est plaisante à voir. Non, là on est sur l'efficacité pure.
Et si City demain peut gagner sur un sale 1-0 demain, samedi, avec un sale 1-0 chez eux à Newcastle, et ben ils s'en priveront pas, ils reviendront à 2 points tout simplement, et ils te mettront encore plus la pression, sachant que tu joues un North London Derby contre Tottenham qui a changé d'entraîneur, qui avec l'arrivée d'Igor Tudor, qui peut peut-être enclencher une nouvelle dynamique pour se sauver du maintien et un peu sauver sa saison, sachant qu'ils sont dans le top 4 en Ligue des Champions. Donc attention Arsenal, attention, parce que là il y aura même plus d'excuses. Il n'y aura plus rien. Arthur, je te laisse enchaîner là-dessus, mais j'ai pas les mots en fait. J'ai pas les mots. Bah écoute Elias, moi le mot qui me vient après ce match c'est scandale. Scandale, pourquoi scandale? Parce que quand tu veux être champion, comme Arsenal depuis plusieurs années, c'est pas possible de faire 2-2 contre, comme tu l'as dit, je pense, la pire équipe de l'histoire de la Première Ligue récemment. Je crois qu'ils ont le pire total de points à ce stade de la compétition de l'histoire. Ils n'arrivent pas à gagner des matchs, ils perdent des 5, des 6-0 contre des Crystal Palace. Et le premier match Arsenal-Wolverhampton, Arsenal a eu beaucoup de mal à remporter ce match. Il y avait eu un partout au but de Saka à la dernière seconde. Donc on voit que Arsenal finalement c'est limite leur bête noire. Oui, 2-1 à la dernière seconde. C'est limite leur bête noire Wolverhampton, mais enfin, si on a vu un match de Wolverhampton cette saison, c'est incompréhensible de les voir faire match nul contre Arsenal. Wolverhampton, c'est niveau bas de tableau de Championship, et ils arrivent à faire 2-2 contre une équipe qui vise la Ligue des Champions et la Première Ligue. Donc là, c'est du pain béni pour City qui... En plus, ça leur rajoute un aspect positif pour leur mental, où là, ils se disent encore plus que c'est possible. Et là, s'ils reviennent à 2 points après ce week-end, mais là, ils vont commencer à énormément stresser les Gunners. On sait que quand ça stresse les Gunners, c'est rarement bon pour eux. Donc là, je te le dis, hein, moi, je vois pas un scénario possible où Arsenal est champion. Je pense qu'il y aura d'autres contre-performances de la part des Gunners qui ont des petites équipes à la Fulham, à la Brighton, tu vois, des matchs comme ça où au final tu as un point à la dernière minute qui part, et City sera champion pour moi, parce que tu peux pas être champion quand tu fais 2-2 contre l'horrible, l'effrayant Wolverhampton. Non mais enfin, Zephyr, je sais pas si tu vois leur match, mais enfin, je te jure que c'est horrible. Avoir joué les 15 premières minutes, je regardais le match où il y avait 1-0 pour Arsenal, j'étais là, je voyais Wolverhampton, il n'y avait pas un joueur qui jouait titulaire en Ligue 1. Enfin, peut-être que j'exagère, mais enfin, c'était horrible ce que je voyais sur le terrain. Bon, revenons à la Ligue des Champions, Zephyr. T'as suivi le match Bodo Glimt-Inter. Exploit finalement des Norvégiens, 3e victoire d'affilée contre un club des 5 grands championnats. C'est la 4e fois que ça arrive, je crois, après des clubs comme Fenerbahçe ou le Zénith dans les années 2000. Mais Bodo Glimt, on sent que c'est vraiment une forteresse leur stade, après avoir battu City et Tottenham à domicile. Là maintenant ils battent l'Inter de Milan, ils prennent une sérieuse option pour la qualification, parce que 3-1 c'est quand même pas à négliger. Après l'Inter, je pense, reste favori pour la qualif. Ils peuvent remonter, mais on a beaucoup aimé la prestation des Norvégiens. Oui, chose quand même qu'on tenait à souligner, il y a 2 ans, Bodo Glimt participait à la Ligue Europa Conférence, allait jusqu'en demi-finale. L'an dernier, ils allaient jusqu'en demi-finale de la Ligue Europa. Et cette année, c'était leur participation en Ligue des Champions. Ils avaient jusque-là jamais gagné un match en Ligue des Champions. Ils avaient déjà participé. Vous l'avez l'info? Non, ils n'avaient jamais participé en Ligue des Champions. Ils n'avaient jamais participé, première participation. Ils font de très très bons résultats. Ils gagnent City, l'Atleti, Tottenham. Là, ils gagnent l'Inter de Milan. Pour moi, je les vois passer contre l'Inter de Milan. Ils ont un football pas forcément le plus incroyable des footballs, mais ça défend bien, ça a du courage, beaucoup de courage. Et en contre-attaque, c'est létal. Il y a eu 3 tirs pour Bodo Glimt en première mi-temps quand même, et 2 buts avec un joueur, Kasper Hogg. Ce jour-là, il va affoler peut-être le marché des transferts, même si bon, la Norvège n'est pas un championnat énormément regardé. Mais le mec hier nous sort une performance. Il fait 2 passes décisives, 1 but. Il avait marqué contre l'Atlético. Il avait marqué aussi un doublé contre City. Il est dans une période, alors qu'on sait, Bodo Glimt c'est hyper compliqué. Ils jouent même pas le championnat. Ils sont en trêve de novembre à mars. Arthur l'a souligné dans un superbe desk sur TikTok, sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à aller voir. Mais les mecs ne jouent pas de l'année et ils sortent des perfs en Ligue des Champions.
ils sont en passe de se qualifier pour les huitièmes de finale, c'est dingue. Bah oui, c'est complètement dingue. C'est complètement dingue ce qu'ils font Bodo Glimt. Je te laisserai la parole, Arthur, derrière. Moi, j'ai regardé le match contre Manchester City, forcément, vous le savez. Je suis quand même un Citizen et j'ai été bluffé, malgré le fait que City était amputé de plusieurs de ses joueurs cadres. J'ai été bluffé par la qualité de leurs attaquants. C'est létal derrière. Vraiment, ils envoient des frappes. J'ai l'impression qu'ils ont vraiment des pieds magiques. Hein, honnêtement, ils ont touché à plusieurs reprises le montant contre Manchester City. Et s'il y avait eu 5-1, j'aurais pas été surpris pour cette équipe de Bodo Glimt. Et l'upset était clairement... L'upset, du coup, la surprise était clairement à envisager pour ce match contre l'Inter de Milan, quand on sait que c'est dur d'aller jouer là-bas. On est très proche du cercle polaire. C'est quand même des conditions assez particulières. On est sur un terrain synthétique. Et donc, ça rend cette équipe de l'Inter, même si elle est première de Serie A, un déplacement très compliqué. Et ils nous l'ont prouvé encore une fois. Et je suis totalement d'accord avec toi. Pour moi, ils vont se qualifier parce qu'à l'extérieur, ils nous l'ont prouvé contre l'Atlético. Ils devaient aller chercher la victoire. Ils sont allés la chercher. Et s'ils doivent aller chercher un résultat à Giuseppe Meazza. Giuseppe Meazza, voilà, je voulais pas me tromper. À Giuseppe Meazza, ils vont aller le chercher. Ils vont aller le chercher. Je sais pas si tu es d'accord avec toi, Arthur. Je sais peut-être que tu vois quand même l'Inter passer au vu du statut et peut-être au vu de la réaction qu'ils peuvent avoir. Mais moi, je les vois passer. C'est une super équipe avec de super attaquants. Ils sont létaux en contre. Donc, vas-y, Arthur, je te laisse enchaîner là-dessus. Bah, écoute, Elias, pour revenir sur ce que tu as dit, moi, je vois quand même l'Inter l'emporter au retour avec peut-être un 4-1 ou un 3-0 parce qu'on sait que l'Inter est quand même leader de Serie A avec 7 points d'avance. C'est une équipe très solide cette saison. Même en Ligue des Champions, ils sont solides. Et là, je pense que c'est un faux pas qui peut pas être excusé parce que même si c'est loin, la Norvège comme l'Azerbaïdjan c'est loin, Newcastle ils sont allés faire 6-1 à Karabakh, donc on peut pas dire oui bah on est désavantagé par rapport à le positionnement du stade de Bodo. Mais l'Inter, je pense que c'est solide quand même. Pio Esposito, c'est très fort cette saison. Marcus Thuram, enfin tout l'Inter, c'est très fort cette saison et je les vois quand même à l'expérience aller chercher la qualif en 8ème. Pour revenir sur le Bodo Glimt, quand même, c'est à noter, ils ont 30 millions de budget. 30 millions de budget, c'est quoi? C'est à peu près Angers. Donc, de se dire que Angers bat des City, des Atlético, des Inter, c'est quand même délirant. Ça montre qu'au final, il n'y a pas forcément besoin de beaucoup d'argent pour se qualifier en Ligue des Champions, comme le diraient les Marseillais, où oui, on n'a pas les moyens pour aller loin en LDC. Bah, finalement, on voit que c'est possible. Et en fait, là, ce que je me dis, si votre scénario se réalise, Bodo passe en 8ème, est-ce qu'on n'aurait pas un nouveau Ajax 2019, une nouvelle belle aventure avec des joueurs jeunes? Là, Jens Peter Hauge qui était à l'AC Milan il y a quelques années et qui est un peu flop là-bas et qui est excellent, là, qui a encore mis un énorme but contre l'Inter. Comme tu as dit, Kasper Hogg, c'est le seul étranger de l'équipe, mais il est extraordinaire en ce moment. Encore une fois, 2 passes D, un but contre l'Inter. On a Berg, l'ancien Lensois, qui avait flop à Lens, mais qui est très bon dans l'entrejeu norvégien. Et au final, est-ce qu'on n'aurait pas un nouveau scénario comme en 2019, mais un nouveau scénario qui pourrait aussi se réaliser en Turquie, du côté de Galatasaray? Elias, tu as suivi le match 5-2, c'est extraordinaire. On sent vraiment que comme en Norvège à Bodo, le stade de Galatasaray c'est une vraie forteresse, c'est limite impossible d'aller gagner là-bas. On sent que t'as bossé tes transitions, mon gars. Mais oui, carrément l'enfer turc comme on aime l'appeler à Galatasaray. On sait très bien que c'est très très difficile d'aller jouer dans ce genre d'environnement. On sait que voilà, un but, même une touche, ça peut aller enflammer le stade. Tu peux prendre le bouillon, tu t'entends plus parler. Certes, le début de match était plutôt équilibré, voilà, avec la Juve qui mène même 2-1, il me semble. Et puis retournement de situation avec voilà, il y a quand même un effectif de qualité côté Galatasaray. Eux, ils ont clairement pas 30 millions de budget. Pour le coup, ils envoient la quicheta à chaque mercato, j'ai l'impression, pour avoir récupéré Osimhen, Leroy Sané, Gundogan, des joueurs comme ça. Ils ont quand même des joueurs d'expérience. D'ailleurs, Leroy Sané et Gundogan n'étaient même pas sur le terrain, mais voilà, leurs joueurs qui ont fait la différence et qui ont pris
qui ont mis un carton complet à la Juve, qui est malade en ce moment, qui n'arrive plus à gagner un seul match. Et puis même au-delà de la Juve, c'est tout le football italien qui est malade en ce moment. On n'a pas une équipe italienne qui ressort du lot dans les grandes compétitions européennes, entre Naples, qui a même pas fait top 24, et là l'Inter qui se fait taper par Bodø, la Juve qui se fait massacrer par cette équipe de Galatasaray. Zéphir, je te laisserai enchaîner là-dessus, mais voilà, le football italien, c'est plus celui qu'on a connu dans ces belles années, dans les années début 2000 et même jusqu'en 2010-2015. Oui, et SoFoot faisait un parallèle aussi, c'est pas pour autant que la Squadra Azzurra a autant de mal aussi sur les compétitions, les qualifications au Coupe du Monde. Il y a un lien, le fait que l'Italie n'arrive plus à sortir des très bons joueurs et à avoir des bons joueurs pour ses clubs, à faire de très bons résultats pour ses clubs et pour l'équipe nationale. Donc là, ça devient un mal-être italien qui est très très profond. On pourrait avoir, ce serait une première depuis très très longtemps, je sais plus l'année, mais ça fait très très longtemps, aucun club italien en 8e de finale de Ligue des Champions. C'est la vieille dame, c'est une vieille dame qui meurt à petit feu. Hein. Elle trébuche, elle va finir par tomber, elle va se casser la binette. Mais c'est très très compliqué pour la vieille dame. Napoli n'a même pas réussi à passer la phase de Ligue. On dirait que la Belgique, avec juste le club russe, fait plus peur à l'Italie actuellement qu'en termes de coefficient UEFA cette année. Je vois d'autres pays, la Belgique, le Portugal, qui me semblent plus intéressants à suivre que l'Italie. Bah écoute Zéphir, quand je vois le match de la Juve, je pense à l'époque de Chiellini Bonucci et elle est loin, elle est très très loin cette époque, la Juve en défense, mais c'est une calamité, c'est horrible quoi. Lloyd Kelly, mais enfin comment il s'y fait prendre la balle par Osimhen, le mec il sait pas jouer au foot, c'est choquant. Le défenseur droit qui est rentré à la Juve. Alors là, je pense que c'est une des pires entrées de l'histoire. Le mec, il arrive, il joue 20 minutes, il est fautif sur 2 buts et il prend un rouge. C'est extraordinaire de faire ça. Je pense que c'est limite très très dur à réaliser, donc chapeau à lui. Et de toute façon, la Juve en général, ils prennent 3 buts par semaine en Serie A. Là, ils en prennent 5 contre Galatasaray. Galatasaray, c'est pas non plus une énorme attaque. Et là, ils arrivaient à rien faire. Lloyd Kelly, j'étais choqué de sa performance. Il se fait chipper la balle 2 fois par Osimhen dans sa propre surface. 2 fois, il y a but. Au final, c'est dingue. Et comme tu parlais du foot italien, Elias, c'est vrai qu'en ce moment, ça va pas du tout fort. On a que l'Inter qui ressort du lot, qui a été finaliste l'année dernière de LDC. Mais on sent que le reste, ça va très très mal. Milan qui va mal, qui a encore fait un partout contre Comme. La Juve, on n'en parle même pas. Naples, comment on se qualifie pas dans le top 24, enfin à part l'OM, je savais pas que c'était possible, mais au final l'Atalanta en plus qui perd 2-0 contre Dortmund, l'Atalanta on avait peut-être une lueur d'espoir, d'ailleurs c'était incompréhensible qu'ils fassent pas jouer Lookman, mais là il est parti, mais il n'y a plus aucun espoir, ils vont jamais aller sortir Dortmund, donc au final le seul espoir là finalement c'est l'Inter de Milan contre l'ogre norvégien Bodo Glimt. Et est-ce que pourquoi pas l'Inter sera en 8e de finale? Là on commence à se dire que ce serait une surprise si je suis vos paroles, mais le foot italien va mal, très mal, et je vois pas comment il pourrait se relancer. Il y a très peu de joueurs, même étrangers, qui sortent du lot en Serie A, à part des Yildiz, mais c'est même pas, enfin c'est à courant alternatif Yildiz, et là on a très peu de relance du foot italien. On a des joueurs comme Pio Esposito, mais c'est même pas dingue, donc au final, le foot italien, comme j'ai dit, va très mal, et je sais pas comment ils pourront évoluer. Elias, est-ce que tu as un mot de la fin pour finir le podcast? J'ai carrément une hot take. J'ai carrément une hot take, peut-être biaisée par ma nationalité, mais finale de barrage, Bosnie-Italie. La Bosnie va en Coupe du Monde à la place de l'Italie. Voilà, parce que à ce point-là, le football italien va tellement mal que moi je pense, mais je pense sincèrement, je pense que l'Italie peut encore rater une Coupe du Monde. Je suis sérieux là, vu la qualité de leur équipe nationale et la qualité qu'affichent les clubs. Moi, je vois la Bosnie. Bon, certes, j'ai la double nationalité, mais bon, ça, on va le dire à personne. Mais moi, je vois l'Italie. En tout cas, je les vois galérer s'ils passent en Coupe du Monde. Ce football italien qui va mal, qui nous a fait quand même. Voilà, pour nous, on connaît pas trop, mais
j'imagine que les plus vieux, enfin, ceux qui étaient là quand il y avait la grande Italie, le grand Milan, les grandes équipes comme ça, quand on revoit les matchs, on se dit, et quand on revoit les effectifs, on se dit quand même que ça s'est bien dégradé. Bah écoute Elias, pour finir le podcast, moi franchement c'est pas pour te soutenir, mais je n'ai aucun doute sur le fait que l'Italie va perdre contre la Bosnie-Herzégovine. Pour moi ça coule de source. Ils ont perdu contre la Macédoine du Nord il y a 4 ans. L'Italie c'est comme Arsenal en barrage de Coupe du Monde. C'est vraiment ça. Je sais déjà qu'ils vont se chier dessus. Ça va être une fin de match ou un but d'Edin Dzeko sur corner. Enfin c'est sûr. Et l'Italie 3e fois d'affilée sans Coupe du Monde, ce serait très marrant, fantastique, et en plus un prétendant de moins pour la France pour remporter cette Coupe du Monde. Zéphyr, est-ce que tu as un mot de la fin pour ce podcast? À noter que les JO vont bientôt se terminer, on vous fera un gros débrief de ce qui s'est passé avec une moisson de médailles en biathlon. On a encore la mass start des femmes samedi et des hommes demain, donc on suivra ça avec attention. Et on a eu aujourd'hui la première victoire en professionnel de Paul Sexas contre des gros noms du cyclisme comme Juan Ayuso ou Joao Almeida, donc vraiment de l'espoir pour le cyclisme français, peu d'espoir pour le foot italien, mais beaucoup d'espoir pour le cyclisme français. Et Zéphyr, je te laisse finir ce podcast. 2 choses à dire. Le 28 décembre, quand je parlais d'Arsenal qui se chiait dessus, je faisais polémique apparemment. Voilà, je vous laisse avec ça. Et aussi, on parlera très prochainement d'Arthur Fils, qui est en demi-finale contre Yannick Sinner. Ça nous promet un très 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 gros match quand on voit en demi-finale. Alors, Jakub Mensik qui a fait surprise tout à l'heure contre Yannick Sinner. Ça devait être Sinner, c'était attendu, mais au final, il jouera contre Jakub Mensik. Ça nous promet un très très beau match avec un match de jeunesse pour le retour d'Arthur Fils, le tant attendu. Enfin, un très très bon Arthur Fils. Bah écoute, Arthur Fils, je fais du gras sur le cours. Je finis le podcast là-dessus. Allez, à lundi.